Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 11 mai 2020 et nous commençons à nous déconfiner. Bienvenue dans À l'air libre, une émission qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Promis, c'est la première et la dernière fois que je vous la fais celle-là. Je suis dans l'Oise et très précisément sur la place de la mairie de Creil, l'Oise où je vais passer la semaine à rencontrer, à bonne distance bien sûr, celles et ceux qui ont été confrontés à l'épidémie dans ce département clé et qui vont devoir gérer le déconfinement. Aujourd'hui donc, Creil, j'ai rendez-vous avec le maire de Creil, Jean-Claude Villemain. On l'entendra dans la première partie de l'émission. On ira ensuite en Belgique, qui commence à se déconfiner aussi, et où la ministre de la Santé est fort contestée pour sa gestion de la crise. Salut Mathieu. Bonjour Valentine. Toi, tu es pour aujourd'hui encore, en tout cas dans ta cuisine. Quel est ton programme ? Dans la deuxième partie d'À l'air libre, nous recevrons des ados, de grands ados de 16 et 18 ans. Comment vivent-ils cette crise qui ressemble au nouvel épisode d'une série un peu flippante ? On va poser la question à nos trois invités, Maya, Younes et Félix. À tout à l'heure Mathieu. Dans l'émission aussi, le Bim Bam Orchestra et son hommage à Tony Allen et Grégoire Le Mans et son mash-up d'Eminem et d'Adèle. Je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire, alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, covid@mediapart.fr pour vos infos et documents d'intérêt général. À l'air libre numéro 38 semi-déconfiné, c'est parti. C'est un département particulièrement touché par le Covid-19 où nous nous installons cette semaine. L'Oise, au nord de Paris, dans les Hauts-de-France, en ancienne Picardie, car c'est dans l'Oise qu'a été enregistré le tout premier mort du Covid-19 en France. C'est aussi là qu'un premier médecin est mort du Covid-19. Il était urgentiste à Compiègne. Depuis le début de l'épidémie, le département a enregistré 357 décès à l'hôpital des suites du Covid-19. C'est environ 4 décès pour 10 000 habitants. C'est moins que Paris, mais plus que la moyenne dans les Hauts-de-France. Et au jour 1 du confinement, ce département est toujours classé zone rouge. Aujourd'hui, je suis donc à Creil, une ville d'un peu plus de 35 000 habitants, une ville à 60 km au nord de Paris. Nous voici donc devant la mairie. J'ai rendez-vous avec le maire Jean-Claude Villemain dans son bureau. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. On ne porte pas de masque parce qu'on est bien à plus d'un mètre l'un de l'autre, c'est la consigne de sécurité pour ce début de déconfinement. Alors aujourd'hui c'est le premier jour où on peut à nouveau circuler presque librement, pour autant l'épidémie n'est pas terminée. Qu'est-ce que vous dites à vos administrés ? Je leur dis que c'est pas le déconfinement complet. Je leur dis que c'est un desserrement du confinement. Parce que je suis les chiffres de l'hôpital de Creil-Senlis d'une manière quotidienne. Les chiffres sont bons, ils ont pris la bonne pente, mais on n'est pas à l'abri du fait de l'idée du déconfinement même. On n'est pas à l'abri d'une rechute. Et c'est pour ça que je ne veux pas employer le mot déconfinement. Si vous voulez. Déconfinement, ça veut dire liberté totale. Non, c'est une liberté encadrée. D'ailleurs, les Français, les Creillois, encadrent eux-mêmes, si vous voulez, cette démarche. Les parents qui ne veulent pas mettre les enfants à l'école, c'est bien parce qu'on n'est pas dans le déconfinement complet. Et qu'ils ont encore certaines appréhensions, certaines inquiétudes, certaines peurs. C'est légitime ? C'est légitime, tout à fait légitime. Mais vous prenez les personnes vulnérables. Ce matin, on distribuait des masques grand public dans nos foyers résidences personnes âgées. Les personnes respectent les personnes vulnérables, respectent. Et je discutais avec l'une, la première que j'ai rencontrée, et elle me disait, vous savez, à nos âges, il faut qu'on fasse attention. Voilà. Et donc, les gens, quand on va dans les magasins samedi ou vendredi dernier, qui étaient ouverts, on voit bien que les gens respectent la distanciation physique, respectent le fait de porter des gants dans certains magasins, de mettre du gel dans d'autres. Donc, si vous voulez, c'est un confinement, mais qui commence à se desserrer petit à petit. Et je crois que c'est la bonne attitude que doivent prendre les Français. Qu'ils prennent, mais qu'ils doivent continuer à prendre de plus en plus. On sort de 2 mois de confinement, donc plus strict que ce
confinement ou semi-confinement que vous venez de décrire. Qu'est-ce que vous retenez de cette période de 2 mois ? Une levée des blés de la solidarité, et j'emploie le mot blé justement à bon escient, où des associations ont pris fait et cause pour les personnes par exemple vulnérables ou les familles en détresse sociale, pour les aider à faire les courses. Mais alors, les aider en allant chercher les courses, en les ramenant chez eux, mais aussi en les aidant à financer les courses. Et ils ont au niveau des soignants, ils ont eu des tas d'idées pour dire merci aux soignants, soit par des repas, soit par des gestes de cadeaux et autres. Et moi, c'est cette solidarité que je retiens en premier. Le deuxième point, j'allais dire, c'est une intelligence collective. Intelligence collective dans le sens où les gens, les Craillois, n'ont pas fait tout et n'importe quoi. Il y en a eu, mais j'allais dire, c'est petit, c'est mince, comme partie de la population, certains diront epsilon, de la partie de la population, pour qu'on puisse retenir ça. Voilà. Mais intelligence collective, solidarité. Dans votre ville, sur décision du préfet de l'Oise, le couvre-feu est prolongé jusqu'au 2 juin, comme dans la ville voisine de Nogent-sur-Oise et à Compiègne. Est-ce que c'est une bonne chose ? Alors, c'est une bonne chose, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les chiffres sont bons, mais ils sont fragiles. On n'est pas à l'abri d'une rechute. Il faut savoir que, comme moi je suis inquiet quand je vois ce qui se passe en Dordogne, quand je vois ce qui se passe dans la Vienne et ailleurs, où des foyers d'infection dans des départements verts réapparaissent ou apparaissent. Et nous sommes rouges. Notre objectif, mon objectif, c'est qu'on redevienne vert. Et il faut que nous étions rouges, on est passé orange, on est redevenu rouge. Non, notre objectif, c'est être vert. Si vous voulez, l'idée, et je viens d'avoir monsieur le préfet juste avant que vous arriviez, on a convenu ensemble que, c'est un scoop, que si les chiffres continuent à être bons, et que les services de police municipales ou nationales ne relèvent pas trop d'entorses aux règles, jeudi, nous rediscutons avec monsieur le préfet pour revoir et élargir le déconfinement. D'accord, donc réduire l'horaire du couvre-feu par exemple, le passer à 22h. D'accord. Passer à 22h, 22h30, on agira à ce moment-là. Est-ce que vous craignez un appauvrissement de vos administrés à cause de ces 2 mois et demi au régime sec? De même, est-ce que les commerces dans votre ville vont tous pouvoir tenir? C'est la question que tout le monde se pose. Pour moi, c'est une inquiétude réelle. J'ai aussi bien le commerce et l'artisanat, les PME, TPE, ça m'inquiète. Nous avons des entreprises dans le bâtiment, beaucoup d'entreprises du bâtiment qui n'ont pas eu de rentrée d'argent, mais il a fallu qu'ils payent un certain nombre de cotisations sociales ou de charges. Ça m'inquiète énormément. Et si vous voulez, avec mes collègues de Beauvais et de Compiègne, dans le cadre du pôle métropolitain de l'Oise, nous avons décidé d'une stratégie d'aide aux PME et TPE pour aider celles qui sont passées à travers le trou de la raquette de tennis du gouvernement et de la région. Il y en a quelques-unes, les entreprises unipersonnelles, les entreprises de moins de 10 salariés. Et donc, nous avons mis au point, alors
chaque agglomération a mis au point son plan, mais on s'aperçoit, quand on en a discuté la semaine dernière, qu'on a un tronc commun sur des aides directes, des prêts à l'investissement ou des prêts de trésorerie, et puis aussi des allègements fiscaux ou de loyers. Alors après, il y a quelques mesures que les uns et les autres ont adaptées à leur contexte local, mais en gros, voilà. Et donc, si vous voulez, nous, on s'occupe surtout des TPE et PME. En espérant les sauver. En espérant, d'une part, j'oserais dire, puisqu'on est toujours dans l'hospitalier, ces entreprises vont être sous oxygène et on pense qu'elles vont pouvoir peut-être repartir du bon pied et que ça ne va pas être des victimes supplémentaires du Covid-19. Parlons de la base aérienne 110 de Creil. Large débat. Large débat, elle est au cœur de cette crise. C'est de cette base qui était issue, donc 18 militaires qui ont rapatrié les Français vivant à Wuhan, en Chine, fin janvier. C'est là aussi que travaillait le tout premier diagnostiqué Covid-19 en France. On a appris il y a quelques jours que les bagages des athlètes ayant participé au jour mondial militaire avaient transité par cette base. Une athlète, Elodie Couvel, je vous fais la photo, raconte avoir eu des symptômes dès la fin de l'année dernière. Et vous demandez une enquête parlementaire sur le patient zéro et l'accès aux documents de santé des militaires et des civils sur la base 110. Alors, qu'est-ce que vous soupçonnez qu'on ne vous dit pas? Justement, quelle question vous vous posez? Je vais plagier Martine Aubry, que j'aime bien par ailleurs. Quand c'est flou, il y a un loup, avait-elle dit. Et je pense ici. Voilà. Cherchons le loup. Si vous voulez, j'ai toujours dit que je pense que l'armée dit vrai quand elle dit que ça n'a rien à voir avec le rapatriement des Wuhan. Je pense que c'est vrai. Un certain nombre de précautions avaient été prises, pas de problème, pour moi. Sauf qu'il faut connaître le contexte de cette base aérienne, qui n'est plus une base aérienne, qui est une base défense, et qui accueille des unités de toutes les armes. Aussi bizarre que ça puisse paraître, on peut rencontrer un officier polonais, comme on peut avoir un officier de la Marine nationale. Donc, si vous voulez, ces unités appartiennent à différents services de l'armée. Il y a la DRM, Direction du renseignement militaire. Il y a le service photographique et géographique de l'armée. Il y a l'écoute satellitaire. Il y a, à un moment donné, il y avait, je ne sais plus s'ils sont encore là, la brigade canine, bon, et ainsi de suite. Et donc, toutes ces unités, il y a les forces spéciales, il y a les organisateurs de la projection de la force rapide de l'armée française, et ainsi de suite. Et donc, les militaires de la base de Creil sont susceptibles d'aller n'importe où dans le monde. Certains en mission très spéciale, d'autres en mission. Et ce que vous parliez, les bagages des athlètes militaires aux championnats mondiaux, le démontrent bien. Que sur la base aérienne de Creil, il y a un va-et-vient continu. Et c'est là, si vous voulez, où je demande l'enquête parlementaire. Parce que, d'une part, on a, j'allais dire, laissé se développer un nuage pour masquer l'affaire avec le rapatriement de Wuhan, mais pour pouvoir mieux cacher certainement quelque chose ou des bagages, des hommes, des femmes,
sont partis en mission et c'est eux qui ont ramené quelque chose. Donc si vous demandez une enquête parlementaire, c'est-à-dire des députés et des sénateurs, c'est que vous estimez que l'exécutif, les ministres, le président, le Premier ministre ne sont pas suffisamment transparents, ne transmettent pas toutes les informations d'intérêt public au sujet de cette base et en général. Alors, disons, je ne vais pas accuser, je ne m'en prive pas, mais je ne veux pas accuser ni le gouvernement ni le président de la République. Je dis que dans cette affaire, il faut éclaircir les choses. Il faut que les Crayois, qui ont été les premières victimes, je vous l'ai dit tout à l'heure, les premières victimes, les Crayois, et les Français aussi, par la suite, ont droit à l'information juste. Voilà. Il y en a, excuse-moi l'expression, il y en a marre du secret défense. Le secret défense, on le met à toutes les sauces. Un petit exemple tout bête, mais personne ne le sait. La base aérienne peut construire un bâtiment pour loger son personnel sans déposer de permis de construire. Et je ne dis pas qu'on nous oppose le secret défense, mais presque. Vous n'avez pas le droit de savoir ce qu'on construit sur la base. C'est pas normal. L'armée ne peut pas tout faire. L'armée est au service de la nation, c'est pas la nation qui est au service de l'armée. Eh bien, le message est clair. Merci Jean-Claude Villemin. Une toute dernière question. Ça, c'était votre affiche de campagne? L'une des affiches de campagne. Parce que c'est votre surnom, Moustache, c'est Oui. ça? Et cette élection, il aurait fallu ne pas le tenir, ce premier tour? 15 jours avant les élections, donc début mars, j'ai été invité un dimanche soir à ces politiques. Dans 15 jours, élections municipales, est-ce que c'est responsable et envisageable de tenir les élections municipales dans 15 jours chez vous à Creil? Je vous fais une réponse de politique? Non, non. Surtout pas. C'est irresponsable. C'est irresponsable de les tenir. C'était irresponsable dans la mesure où on fermait les écoles. Et vous l'avez dit, ça? Je l'ai dit à l'émission. Pas qu'à l'émission, est-ce que vous l'avez dit? Ah mais je l'ai dit, je l'ai écrit. Au préfet, à la mais région, à qui de droit? J'ai dit à tout le monde. Je ne sais pas si je l'ai écrit. Comment ça s'appelle Ils l'ont su. Le gouvernement l'a su. Parce que j'ai eu un coup de téléphone et de M. Véran et de M. Édouard Philippe. Un coup de fil. Et ben j'ai eu le ministre de la Santé en allant à ces politiques. Ouais. Et vous l'avez au téléphone et il Et vous a je parlé l'ai des eu. élections? Et moi, à Édouard Philippe, je lui ai parlé des élections. Et vous lui avez dit quoi? Oui. Ben, je lui ai dit que c'était irresponsable de les tenir parce qu'on n'était pas sûr de tenir le deuxième tour et qu'on n'était pas sûr que ça ne fasse pas du dégât parmi la population. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Et le dégât, il s'est réfugié derrière le calendrier électoral. Ils se sont laissés embarquer dans le maintien des élections. En tout cas, ouais. Voilà, ils se sont laissés embarquer et ils n'ont plus voulu faire marche arrière. Mais quand ils en ont pris conscience, c'était difficile d'arrêter la machine pour eux. Moi, je pense qu'on aurait pu l'arrêter, même la veille. Il suffisait de prendre un décret ou je ne sais pas quoi, mais de dire il n'y a pas d'élection, c'est tout le monde restait chez soi, et puis basta. En tout cas, le message a été passé et il n'a pas été entendu, c'est ce qu'on peut conclure. Le message a été passé plusieurs fois. Et vous n'avez pas été entendu, ce premier tour a malheureusement eu lieu. Merci Jean-Claude Villemin de nous avoir reçus. Merci. On part maintenant en Belgique. Nos voisins les Belges ont commencé à se déconfiner depuis une semaine et ça se passe par étapes. Bonjour Cédric Vallet. Bonjour. Cédric, tu es notre correspondant en Belgique. Depuis aujourd'hui, en France, on a le droit de sortir de chez nous sans attestation dans un rayon de 100 km. Une petite partie des enfants retournent à l'école. Les restaurants n'ont pas rouvert. En Belgique, comment ça se passe, ce déconfinement progressif? Alors en Belgique, ça a commencé un tout petit peu la semaine dernière, le 4 mai, avec l'ouverture de certaines industries et la possibilité de faire davantage de sport. Depuis hier, gros progrès, on peut se réunir à 4 personnes qu'il faut garder dans son réseau social.
Et à partir d'aujourd'hui, les commerces commencent à ouvrir. Et la semaine prochaine, on espère, certaines écoles, les écoles devraient commencer petit à petit, très progressivement, à accueillir des élèves à partir du 18 mai. D'accord, donc comme en France, c'est à échéance régulière qu'on réévalue la situation. Cédric, tu signes là dans Mediapart ce portrait de la ministre belge de la Santé, Maggie De Bloch, une ministre extrêmement critiquée pour sa gestion de la crise. Et ça se résume par ce tweet au début de la pandémie. Le tweet date du 28 février. Encore une drama queen, écrit-elle en flamand, si je ne me trompe pas. C'est ça. De qui parle-t-elle sur ce ton ? Alors, elle réagit directement à une tribune qui était publiée par un virologue qui essayait d'alerter les responsables politiques, et en particulier Maggie De Bloch, du risque de saturation des hôpitaux et de la potentialité d'une épidémie assez ravageuse. Et voilà, elle l'a pris avec de l'ironie, avec une sorte d'humour mal placé, et qui maintenant résonne vraiment très très mal quelques semaines, plusieurs mois après cette phrase sur Twitter. Et on lui ressort en permanence, effectivement, elle se le traîne comme un boulet en permanence depuis. Oui, alors depuis, elle l'a évidemment supprimé, mais finalement, ce tweet, il symbolise une forme de désinvolture face à la crise, une désinvolture qui lui est constamment reprochée au-delà de ce tweet. Oui, effectivement. Alors, elle a fait une erreur que beaucoup ont fait dans plusieurs pays, c'est celui d'avoir un peu sous-estimé la pandémie au départ. Elle a parlé d'une petite grippe, elle a effectivement moqué des spécialistes, moqué des experts. Depuis, on l'a décrit comme un peu distante, comme un peu absente parfois, comme manquant d'empathie, comme même parfois ne participant pas à des réunions de crise. Donc il y a vraiment un souci autour de Maggie De Bloch, un souci qui ne date pas de cette crise, mais qui, on va dire, qui se cristallise autour de cette crise. Oui, alors elle a même dit que, par exemple, sur les masques, ça n'avait pas de sens scientifiquement d'en porter. Cette déclaration sur les masques qui symbolise une forme de désinvolture ou alors une sorte de façon de masquer la pénurie, ça nous rappelle d'ailleurs la France. Sa gestion du stock de masques lui est aussi reprochée, et là c'est bien plus concret que des mots dits légèrement sur Twitter. Oui, c'est clair. Alors, en Belgique, il y a un plan pandémie. Bon, effectivement, ça ressemble un peu à ce qui se passe en France, mais donc il y a un plan pandémie depuis 2006 et qui a été renouvelé en 2009, avec l'idée de constituer un stock stratégique de masques, de millions de masques. Ce stock stratégique a été détruit à partir de 2015 jusqu'à 2018, et elle est ministre de la Santé effectivement depuis 2014. Donc, elle a une responsabilité dans la destruction de ce stock. Alors certes, la plupart des masques étaient périmés, mais donc ça lui a laissé près de 5 ans pour reconstituer le stock, et c'est ce qui lui est en grande partie reproché. Alors, ce qui est aussi assez intéressant à ce sujet-là, c'est qu'elle dit qu'elle était en train de prendre des décisions pour reconstituer le stock, mais que ça prend du temps. Alors, c'est vrai qu'effectivement, 5 ans, ça prend beaucoup de temps. Et donc, dans mon article, il y a certaines personnes de l'administration qui témoignent anonymement du fait qu'ils ont proposé des solutions alternatives et qu'elle n'a jamais réagi, jamais proposé, jamais tranché, ce qui, effectivement, ajoute au portrait de quelqu'un qui est un peu désinvolte par rapport à des enjeux très importants de santé publique. Ça, et peut-être aura-t-elle à répondre devant peut-être des enquêtes parlementaires ou pénales. En tout cas, en France, il y a des plaintes contre des ministres. Il y a aussi des enquêtes parlementaires qui sont demandées pour évaluer la gestion de cette crise par nos dirigeants. Maggie De Bloch, elle était très populaire. Son style séduisait, une forme de fermeté et d'humanité. Est-ce qu'avec ça, elle est sur la sellette ? Ah oui, c'est clair. Enfin, pour l'instant, il y a déjà un syndicat très important qui a 150 000 affiliés, qui est la CSC Service Public. Donc, c'est un syndicat chrétien qui a quand même beaucoup de poids ici, qui a demandé sa démission à cause de cette histoire des masques, qui visiblement, pendant laquelle elle ne dit pas vraiment toute la vérité. Il y a ce point qui est très important. Et l'autre chose à souligner, c'est que la première ministre Sophie Wilmès a chargé un autre ministre de s'occuper de tout ce qui est approvisionnement de matériel, que ce soit masques ou blouses, enfin de matériel médicaux, qui est le ministre des Télécommunications et de la Poste. Et donc c'est clairement un désaveu de Maggie De Bloch et de sa gestion dans le domaine de la santé. Donc effectivement, elle est sur la sellette, mais le gouvernement lui-même ne durera pas plus de quelques semaines, probablement, maximum de quelques mois. Donc c'est son avenir politique qui est un petit peu plus... qui est un peu sujet à caution, mais il faut quand même savoir qu'elle reste populaire davantage en Flandre que du côté francophone. C'est important de le souligner.
Merci Cédric Vallet, tu es le correspondant de Mediapart en Belgique. On te lit dans le journal. À bientôt. La Minute Détente est un hommage, l'hommage du Bim Bam Orchestra au batteur Tony Allen, le mythique musicien d'Afrobeat décédé le 30 avril dernier. You still shop once, the night has come. I ain't no sleeping, I forgot my name. A massive tiger in a golden cage won't let the opening capture your mind. What can they do? They are just walking there in front of love, freedom and fantasy. Just keep the energy to go ahead. They just can't stop us, make the dream come true. Massive chill out, not to burn out. Massive chill out, they just can't stop us, make the dream come true. They just can't stop us, make the dream come true. They just can't stop us, make the dream come true. They just can't stop us, make the dream come true. They just can't stop us, make the dream come true. There are so many fights, but yours ain't right. We learn to swim like fishes. We learn to fly like birds. Why can't we learn each other's just to care? Like two brothers, the Christian Jews and the Muslim wars. There is no one left to pray. You lost, don't wanna burn out. I'd rather chill out. You scream and you shout, exploding my heart. If this was so hot, or am I too fat? Like the lazy cat, but under my hat, I would like to pure, like with no fear. Snoozing in your ear, I wanna sleep right in the sheet, soft like a ship, cruise like a ship. Don't wanna burn out, I'd rather chill out. Your word is so hard, it can't stay like that. Bonjour, ce n'est pas forcément ceux qu'on entend le plus en ce moment, pourtant leur avis devrait nous préoccuper davantage. Eux, ce sont les ados, les grands ados qui, un peu partout, regardent la pandémie se déployer comme l'épisode parfait et un peu flippant, franchement, d'une série dystopique où la réalité serait pire que la fiction. Ils sont nés au début des années 2000, ils ont été récemment confinés avec leurs parents, séparés de leurs amis, ne savent pas quand ils reprendront les cours, et pour eux, donc nés au début des années 2000, c'est un épisode extrême de plus qui annonce peut-être un 21e siècle de crise et de danger climatique. On va donc leur donner la parole aujourd'hui dans À l'air libre. J'ai choisi de réunir 3 lycéens de 16 à 18 ans. Ce ne sont plus des enfants, ils sont à l'orée du monde adulte. Bientôt, ils pourront voter, certains le peuvent déjà, et ils ont déjà un regard assez acéré et un peu lucide sur le monde tel qu'il est. Avec nous aujourd'hui, 3 personnes. Bonjour Maya Iwabian. Bonjour Maya, tu as 18 ans, tu es élève de terminale à Paris. Exactement. Félix Ives, je crois qu'on dit. Tu es en terminale aussi, mais tu vis à Douvres-la-Délivrande, près de Caen, dans le Calvados. Bonjour Félix. Voilà, tu as 18 ans toi aussi. Et puis Younes Benadou, 16 ans, tu es élève de seconde et tu vis à Couternon, près de Dijon, en Côte d'Or.
Bonjour Younes. Alors merci beaucoup à tous les trois d'être là. Et j'ai une petite question pour commencer. Je vais vous demander de me dire chacun 2 mots. Le premier, un mot pour définir votre meilleur souvenir de ce confinement ou l'émotion qui correspond à quelque chose de positif dans ce confinement. Et la deuxième, ce qui a été difficile ou plus difficile à supporter pendant ce confinement. Maya, Je dirais en positif expérience et en négatif solitude. ok. Younes, En positif, je dirais, bah moi je vais dire Twitter, puisqu'en fait c'est grâce à Twitter que j'ai pu, c'est grâce à ce confinement que j'ai aménagé mon temps, tout mon temps libre pour créer un compte qui parle de politique, donc qui est ma passion. on va en reparler, ouais. Et en négatif, je dirais l'angoisse, puisqu'on ne sait pas réellement ce qui se passe en ce moment, et donc ouais, l'angoisse. Et toi, Félix? En négatif, je pense pareil que Maya, c'est sûr, solitude, parce que je suis une personne hyper extravertie et je puise vraiment toute mon énergie des situations sociales. Donc vraiment solitude, ça a été vraiment super dur. Et en positif, je sais pas, je dirais peut-être j'ai fait plus de sport. Je pense que c'est la seule chose qui a été positive. Peut-être j'ai pu mettre plus de temps à faire de l'art aussi. Donc je dirais ouais, temps pour améliorer, enfin pas améliorer, temps pour faire plus de... Si vous avez tous les deux évoqué, Maya et Félix, le mot de solitude, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce sentiment? Personnellement, moi je suis dans un appartement seul et donc du coup je vois très peu de ma famille et je les voyais une fois par semaine et etc. Et du coup coupée totalement de sociabilité avec mes amis, etc. Et c'était assez compliqué parce que étant donné que je suis comme Félix et que je suis très sociable et que le contact humain en fait j'ai découvert en fait vraiment que être seul c'est extrêmement difficile, que en fait l'être humain a vraiment besoin de d'attention et d'amour par rapport à autrui. Et franchement je pensais pas que c'était aussi important. Je pensais, je me suis dit ça va être hyper simple et en fait pas du tout. Enfin pour autant ça s'est bien passé, hein, mais il y avait vraiment des moments où j'étais en mode, j'ai envie d'avoir des amis, j'ai envie de les voir, etc. Donc c'était un peu compliqué. Et voilà. Félix? Moi je dirais que en fait moi je vis vraiment, c'est un peu bizarre, mais je vis vraiment pour mes amis. Mes amis, c'est vraiment, enfin, c'est ma famille, c'est tout. Enfin, vraiment les gens de ma vie, quoi. Et je pense que la dernière fois que j'étais aussi longtemps séparée, quand j'étais en seconde, mais depuis, en fait, j'ai jamais été aussi longtemps séparée d'eux. Et enfin, c'est vraiment, je pense que en tant que personne qui a des difficultés de santé mentale et en tant que personne trans aussi, pour moi, les amis, c'est extrêmement important parce que c'est des gens qui m'acceptent complètement, qui me genre exactement comme je veux et qui me remontent le moral et tout. Et en fait, moi, j'avais vraiment construit ma santé mentale avec une balance de je vois mes amis et je vis quasiment à ça Mhm. parce que c'est sortir du monde familial, sortir du monde des études et c'est vraiment la pause qu'il me faut pour garder une bonne santé mentale et aussi pouvoir être bien et bien vue dans mon identité et respectée dans mon identité. Donc ne plus avoir ça, en fait, c'était hyper dur parce que retrouver une toute nouvelle balance d'émotions, etc., bah, en fait, je pense que j'y suis pas vraiment arrivée. Donc je suis vraiment très heureux qu'il y ait la fin du confinement. Younes, comment toi tu as beaucoup utilisé Twitter et beaucoup investi Twitter en lançant en effet un compte Twitter qui parle de l'actualité politique, dont on va donner le nom. Il s'appelle l'Observateur Po 1. Voilà, il a déjà pas mal d'abonnés, donc tu tweets sur l'actualité politique parce que tu aimes bien ça, la politique. Du coup, les réseaux sociaux, pour toi, ça a servi de faire le lien avec tes amis, avec d'autres gens? Ouais, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où, bon, grâce aux réseaux sociaux, on permet de garder un contact humain, même si c'est à distance avec les amis et les proches. Ouais. Et via Twitter, qui est plus dans le sens intellectuel du terme, j'ai pu
effectivement faire des contacts. Donc, j'ai pu discuter avec beaucoup de journalistes, dont vous d'ailleurs. J'ai discuté avec, par exemple, Alexandra Gonzalez de BFM TV et puis bien d'autres. Donc, ça m'a permis de faire, on va dire, de me créer une branche dans laquelle j'ai pu m'investir parce que la politique, c'est avant tout ma passion. Et ce compte, l'Observateur politique, donc sur Twitter, bah, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, en plus, c'est une passion, donc c'est que on a beaucoup de temps libre et il faut savoir l'occuper. Et puis, j'ai trouvé ma voie, on va dire. Younes, merci. Maya et Félix, vous privilégiez, je crois, d'autres applis. C'était quoi les applis que vous avez utilisées un peu pour rester en contact avec les gens? Il y en a plein, mais c'était quoi vos préférés? Les plus faciles, les plus intuitifs pour rester en contact avec ses amis, parfois ses amoureux ou ses amoureuses? C'était quoi le truc? Moi, c'était surtout Instagram et Zoom aussi, où Ouais. j'avais des réunions où Ok. on était entre potes à se regarder et C'est à pas se parler. bizarre? Bah, en fait, bizarrement, non, parce que dans le temps normal, parfois, on fait aussi des FaceTime avec sa famille, etc. Donc, par contre, oui, c'est vrai, au lieu de voir sa famille, j'avais beaucoup de FaceTime avec mon grand-père ou ma grand-mère. C'était très drôle, parce qu'ils savent pas trop bien utiliser, mais c'est super sympa. Et donc, en vrai, euh, heureusement qu'il y a eu les réseaux sociaux, parce qu'on pouvait quand même avoir un contact, comment dire, sociable sans forcément avoir la personne en tant que telle en face de soi. Mais, mais je pense que sans réseaux sociaux, ça aurait été vraiment, vraiment très compliqué, je pense. Et est-ce que peut-être Félix, est-ce que ça a changé des choses dans ton usage des réseaux sociaux, par exemple? On sait qu'évidemment, votre génération en particulier est très consommatrice de réseaux sociaux, mais est-ce que ça a changé des choses? Bah, moi, je dirais que, en fait, j'aime par rapport aux réseaux sociaux, le truc, c'est que j'aime pas qu'on culpabilise en fait les jeunes par rapport à l'usage des réseaux sociaux. Et je trouve que c'est un truc qu'on fait vachement en disant que c'est un truc électrique, Mhm. que c'est quelque chose de complètement faux et tout. Et je pense qu'il y a vraiment une culpabilisation de notre génération vis-à-vis de ça. Et pourtant, moi, je me trouve dans un entre-deux parce que en même temps, j'ai pas envie de culpabiliser les gens parce que je pense que c'est totalement normal en fait de trouver un certain bonheur dans des réseaux sociaux, surtout pour notre génération, et qu'il faut pas blâmer les gens pour ça. Je trouve ça assez malsain en fait, parce que bon, en cette période de confinement, c'est vrai que moi je me vois pas supprimer mes réseaux sociaux parce que ça m'aide à garder un semblant de vie sociale, mais que en même temps, je trouve ça assez toxique au final, surtout Twitter, parce que du coup moi je suis beaucoup sur Twitter. Et bah personnellement, je trouve que l'atmosphère est hyper clash, hyper méchante et avec beaucoup de haine envers les minorités souvent et beaucoup d'avis qui sont répétés sans grand sens. Et en fait, je trouve que ça devient hyper vite toxique. Et je pense que c'est pareil pour tous les réseaux sociaux. Avec modération, c'est sympa, mais ça finit toujours, en tout cas pour moi, par devenir hyper toxique et hyper déprimant et à pas me faire du bien. Et moi, je pouvais pas Mhm. m'en détacher pendant cette période de confinement parce que c'était ma seule manière de socialiser. Du coup, j'étais vraiment coincée avec un truc qui me rendait pas heureux, mais qui en même temps me rendait heureux parce que je voyais mes amis. Et, mais en même temps, ouais, je veux pas culpabiliser notre génération en mode ouais, les réseaux sociaux c'est malsain, c'est de notre faute, parce que c'est pas nous qui avons créé ça et on est un peu baigné dedans en permanence, donc c'est totalement normal d'y être et d'avoir envie d'y être parce que c'est carrément addictif et puis c'est carrément quelque chose vers lequel on est poussé. Et est-ce que, Mais c'est vrai que moi je trouve ça malsain en fait. est-ce que la période vous a permis de découvrir d'autres types d'activités? Je crois, Félix, toi, tu m'as parlé de d'autres types d'activités que tu avais commencé à explorer ou à réexplorer, la lecture, d'autres activités plus manuelles. Tu peux nous dire? Ouais, moi j'ai essayé de quand même faire des trucs artistiques parce que bah, ça reste l'art, ça reste le truc qui me passionne le plus. Donc j'ai beaucoup brodé parce que j'adore la broderie. C'est un peu un truc particulier, mais voilà. Donc j'ai essayé de broder le plus possible et j'ai dessiné et j'ai aussi recommencé un peu à lire. Et ouais, j'ai essayé de faire autre chose que d'être sur mon téléphone tout le temps, mais c'était quand même dur parce que ça reste la source de distraction que tu peux pas éteindre, qui est toujours Ouais. là. Et tu as toujours un truc à regarder, tu as toujours quelque chose à suivre. Et en même temps, enfin, je sais que c'est pas forcément le meilleur truc, rien que en pensant à la protéger et aux trucs comme Hmm. ça, je sais que
mon identité entière est sur Internet et qu'elle devrait pas l'être, Mm. mais en même temps, c'est juste tellement facile en fait d'avoir un téléphone dans les mains et d'aller Ouais. chercher la distraction là au lieu d'aller chercher la distraction autre part. Enfin, je sais que c'est une question de flemme parce qu'on est tellement habitué à voir tout de suite que le reste devient Younes, Maya, vous avez pu déconnecter un peu des réseaux Euh, sociaux? Moi, personnellement, ça m'a vraiment permis de faire vraiment des choses que je faisais, mais beaucoup moins. Parce que d'habitude, je suis vraiment, comme Félix, souvent sur le téléphone et je prends pas le temps de dessiner, de jouer de mes instruments et tout. Et là, j'ai vraiment pris le temps de dessiner, de peindre, de jouer des instruments, de cuisiner. Je cuisine très rarement. Je préfère manger des grecs, c'est plus sympa. Mais donc, je cuisine vraiment. Et je danse, je m'entraîne pour des pièces de théâtre, je fais plein de choses diverses et variées. Et ça me permet en fait comment dire, d'aérer en fait un peu mon confinement et de sortir un peu des choses que je faisais pas particulièrement et surtout un truc que je faisais jamais. Genre, je fais du sport, c'est trop bien, c'est trop libérateur et je faisais jamais du sport, enfin, très peu. Et donc là, j'en fais tous les jours et c'est génial. Donc voilà. Younes, un petit mot là-dessus? Déconnecter des réseaux sociaux Ah, peut-être, vraiment, toi, non? déconnecter des écrans un peu moins, dans Ouais. le sens où, sachant que bah, la politique me passionne, comme je l'ai dit dès le début, j'ai, par exemple, à la télévision, comme hier soir, j'ai regardé le débat Bernard Tapie face à Jean-Marie Le Pen des 89, et Ah ouais, ça, un ça truc de geek, occupe, quoi. Ouais, ouais, ça ok. occupe ça occupe dans le sens où c'est plaisant de regarder ça, ça me permet de lire aussi un peu et, euh, et beaucoup d'autres activités, mais déconnecter des écrans, pas forcément régulièrement, ni Ouais, beaucoup, mais parce que vu que le compte que j'ai sur Twitter, bah, c'est sur Twitter, du coup ça me prend ouais. énormément de temps, mais je considère pas réellement ça comme des réseaux sociaux, puisque c'est plus du travail ou du... Bref, vous m'avez compris. Hmm. Donc, déconnecter, non. Non, non. Et vous êtes tous les trois lycéens. Younes, tu es en seconde et vous deux, Maya et Félix, vous êtes en terminale. Le bac arrive, il va en rester quoi? Est-ce que vous allez revenir en cours et votre bac, il va ressembler à quoi? Est-ce que ça va se passer comment ce bac? Il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Vous savez même pas quand vous allez rentrer en cours. C'est peut-être jamais en fait, en tout cas avant l'été. Et, euh, et le bac arrive. Ça va se passer comment? Du coup, le bac, c'est en total contrôle continu. Il n'y a pas d'épreuve, en tout cas en terminale. En première, je crois qu'il y a encore les épreuves d'oraux de français. Mais en tout cas, en terminale, c'est qu'en contrôle continu. Et donc, il n'y a pas d'épreuve. Sauf pour les rattrapages, où là, c'est en septembre, il me semble. Donc, Ok. voilà. C'est quoi? C'est étrange? C'est particulier? Parce que on se fait toujours une grande idée du bac quand on est au lycée. C'est l'enjeu de la fin de tout le lycée. Et puis, du coup, bah, là, il n'y a plus de bac. Bah, c'est aussi un soulagement parce que la semaine du bac, c'était toujours très redouté. Ouais. Mais ouais, c'est différent, c'est sûr. Quand t'es petit, on ne s'attend pas à te préparer à ça. Félix, ouais. Mais ouais, bah, en fait, tous nos lycées, on nous a préparé à ça. Et en fait, c'est bon, enfin, personnellement, moi, j'ai mon bac. Et du coup, bah, je sais pas, je trouve ça drôle, en fait, limite, parce que c'était vraiment, enfin, moi, les gens, ils m'ont fait peur avec ça depuis vraiment le collège, ah, attention, ça va être le bac, faut que tu apprennes ça parce que tu vas en avoir besoin pour ton bac et tout. Enfin, c'était vraiment l'argument ultime des profs. Et maintenant, le fait que j'ai juste pas de bac, enfin, ouais, je trouve ça assez comique, en Ouais. fait, genre, c'est limite drôle. Enfin, on va juste aller à la fac et Younes, juste un mot là-dessus. Eh bien, je Toi, trouve c'est un que peu loin le bac, un peu plus loin, hein? du coup, oui, non, Ouais. on est en seconde, donc on n'a aucune épreuve, Ok. on doit juste continuer à travailler et essayer de travailler le plus normalement C'est facile de possible. se motiver là, alors qu'on sait que. Est-ce que les profs, par exemple, continuent à envoyer des choses? Est-ce que tu Ouais, continues à faire le ouais, ouais, boulot? Ouais. ouais. Bah, ouais, eh ben, ce qui est surprenant, enfin, en tout cas pour mon cas, c'est que j'ai presque plus de motivation qu'en cours normal, parce que on a beaucoup de cours en virtuel, on a des devoirs, on a des DEM, bon, moins c'est sûr, mais faut toujours les faire. Et c'est une année de seconde, c'est pas l'année la plus importante, c'est pas l'année Hmm. charnière, donc Hmm. on se fatigue pas forcément, mais on travaille quand même. Ouais. Euh, je voudrais vous poser une question à tous les trois. Vous êtes nés en 2001, je crois, Maya. Ouais. 2002 pour toi, Félix. Toi, Younes, t'es né en quoi? 2000, 2003. 2003.
Vous allez vivre, on l'espère, hein, pour vous, une grande partie du 21e siècle qui arrive. Cette pandémie-là, vous en avez pensé quoi quand c'est arrivé? Younes? Bah, quand elle est arrivée, déjà, en France, on n'y croyait pas trop parce que moi, je me disais que c'était pas possible qu'une crise arrive comme ça du jour au lendemain, même si on en avait entendu parler à Wuhan et en Chine. Mais, c'est vrai que ça a été surprenant, ça a été un choc parce qu'on nous annonce, la fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre et 2 jours après, on nous annonce, que tout fermera, puis le confinement. Donc c'est vrai que ça a été un choc. C'est surprenant parce qu'en fait, c'est la santé publique, c'est des vies qui sont en jeu et puis, c'est vrai que ça fait à la fois peur et c'est assez surprenant. Maya? Au tout début, j'avais vraiment pas conscience de la gravité de la chose. Vraiment, enfin, dans ma tête, c'était vraiment ça restera en Chine et ça viendra jamais en France. Quand il y a eu l'annonce des fermetures des écoles, ça a été un choc déjà. Je m'y attendais vraiment pas. Personne s'y attendait, je pense. Et après le confinement, mais bizarrement, je me suis vraiment vite habituée à avoir une attestation sur moi, à sortir très peu. Et l'habitude s'est vraiment installée très rapidement. Mais c'est quand même très étrange et de se dire que vraiment personne n'a jamais vécu ça auparavant, c'est historique en fait ce qu'on est en train de vivre. Bah, c'est assez étrange, flippant, mais aussi hyper excitant parce que on vit des trucs hyper insolites, on va dire. Donc, voilà. Tu partages ce sentiment, Félix, toi, de flippant, quelque chose de flippant? Moi, j'ai dit au début, là, ça ressemblait un peu au scénario un peu trop parfait d'une série qui parlerait du futur. Mhm. Bah, en fait, je pense qu'au début, j'ai été pas mal angoissée. Enfin, ça a été un peu, je pense, la réaction de tout le monde. Mais c'était pas forcément par rapport au fait d'attraper la maladie ou quoi que ce soit. En fait, c'était plus par rapport à l'état du monde. Parce que, enfin, je pense que la première réflexion que je me suis faite, et ça, c'est par rapport à mes convictions militantes, c'est Donc, il faut que dire que tu es engagé dans cette le pandémie, mouvement pour moi, pour le c'est la climat. preuve que de toutes les failles du systémiste. Oui, bah moi, je suis engagée politiquement dans les mouvements pour le climat depuis plus d'un an là. Et en termes général, mon militantisme, il a commencé vers le début du lycée et c'est quelque chose de super important pour moi de lutter en général. Et ouais, j'ai beaucoup cette vision-là sur le monde. Donc pour moi, ça a été vachement cette vision-là que j'ai eue avec le fait que, ouais, pour moi, ça a été une preuve que des failles du système capitaliste, des failles de la mondialisation et du début de ce à quoi pourrait ressembler notre futur avec cette continuité de changement climatique. Et je me suis aussi rapidement fait la réflexion que maintenant, il fallait faire super attention à ce qui se passait après, parce que non seulement on ne veut pas que ça recommence comme avant et on veut pouvoir créer un monde meilleur, mais c'est surtout que les gens qui sont au pouvoir, ils vont pas vouloir le lâcher et ils vont pas nous donner gentiment les clés en fait, et eux, ils vont vouloir aller encore plus loin dans leur destruction de la planète et dans leur destruction des droits sociaux. Et en fait, pour eux, l'épidémie, c'est une opportunité pour ça. Et ça veut dire qu'il faudra rester à 100% sur le qui-vive en ce qui concerne surtout les droits des travailleurs, parce que ça va être la première chose auquel ils vont s'attaquer pour essayer de relancer l'économie, pendant que nous, on va au contraire rêver que, euh, que ça change et que notre système continue pas ainsi, parce qu'en fait, c'est la preuve que c'est pas un système durable, c'est pas un système qui marche et c'est pas un système qui est bon pour la vie en général, que ce soit la vie des gens ou la vie de la planète. C'est un système d'exploitation. C'est soit les gens, il y a forcément une victime. Et je pense que là, ça rentre concrètement dans la vie des gens, que il y aura forcément une victime, mais que là, la victime, bah, pour le coup, le monde, c'est le monde qui vit cette épidémie. Et ouais, pour moi, ça a été vachement la claque dans la tête que waouh, tout est en train de se passer et c'est maintenant qu'il faut Younes, réagir. est-ce que cette crise elle t'a inquiété pour ton avenir, l'avenir des gens de ta génération? Ce qui m'a le plus inquiété, c'est pas forcément notre avenir, puisque je sais que de toute manière, l'avenir sera sûrement à nous. Ce qui m'a inquiété, c'est surtout, bah, la gestion de cette crise, que ce soit en France ou à l'international.
on n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Il y en a à la télé, on a quelqu'un qui nous dit blanc, l'autre qui nous dit noir le lendemain. Donc, c'est vrai que, par exemple, le gouvernement d'Édouard Philippe, on est surpris parce qu'on se dit que c'est des gens qui sont au-dessus de nous, c'est des gens qui sont censés être compétents. Et puis, on voit qu'en fait, ils y connaissent quasiment rien. Et c'est ça qui m'a le plus angoissé, qui m'a le plus choqué, de me dire que, pas fort. Et encore, le gouvernement d'Édouard Philippe est bien par rapport aux gouvernements internationaux. Quand on voit Trump ou en Biélorussie ce qui se passe, ou même en Italie, pour moi, c'est vrai que c'est stupéfiant de se dire qu'on a des gouvernements qui n'y connaissent rien et qui sont incompétents dans la fonction. Mm. Et pour gérer une crise sanitaire de cette ampleur, bah, c'est juste catastrophique, quoi. Maya, quand on s'est parlé, toi, tu m'as dit, toi aussi, tu fais un peu d'activisme parfois, tu vas nous dire, et tu es un peu optimiste quand même, tu crois à l'avenir, tu m'as dit aussi, mais tu t'es quand même dit, oh là là, là, c'est quand même bizarre, et tu m'as dit, moi, je suis un peu parfois travaillé par des sentiments un peu collapsaux, quoi. Est-ce que c'est pas le Exactement. début de... Tu peux nous dire ça? Oui, en fait, je suis persuadée que si on continue dans cette manière basée, enfin, notre croissance, soit basée sur l'économie et sur toujours produire plus, etc., on va commencer à avoir un point de rupture et donc forcément, je vois pas comment on pourrait éviter un effondrement de tout ce qu'on a créé. Et je vois juste, j'y crois à la théorie de l'effondrement, donc à la théorie du fait que euh, on va devoir, enfin, il y aura un moment où je sais pas comment ça va se passer, mais un moment, il y aura plus notre monde actuel, ça sera pas possible en fait, on ne pourra pas continuer comme ça. Mm. Et Et oui, vas-y, continue, continue. ok. Et au niveau de mon militantisme, je suis militante pour le féminisme et contre les violences faites aux femmes. Donc, je suis colleuse, c'est-à-dire je colle le soir dans les rues de Paris des messages, des slogans contre les féminicides, contre les violences faites aux femmes. Donc là, mon militantisme est arrêté. Et on a bien remarqué que pendant le confinement, les violences conjugales ont explosé. Et il y a un reportage aussi sur Brut qui montre l'explosion des procès contre les personnes qui, là, n'en peuvent juste plus et qui pètent leur câble sur leur conjoint, leur conjointe. Et, donc, ça révèle aussi, comme le dit Younes, que le gouvernement n'arrive pas à gérer cette crise, en fait, que ce soit au niveau sanitaire ou au niveau santé publique ou protection, en fait, même à l'enfance, où les enfants qui sont, du coup, les enfants battus, ils restent chez eux. Donc, donc voilà, donc j'ai peur que le monde d'après soit très compliqué, enfin, qu'on arrive difficilement à remonter la pente. Je vais vous poser une dernière question à tous les trois parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. On va retracer quand même en 2 mots, en quelques dates. On peut donner des dates. Vous naissez à peu près au moment du 11 septembre, les uns les autres. Il y a la crise financière quand vous êtes tout petit. Il y a eu Fukushima, cette grande catastrophe nucléaire en 2011 qui nous a tous fait évidemment flipper. Euh, euh, Est-ce que et maintenant, il y a ça, et il y a plein des inégalités aussi qui sont très importantes dans ce monde. Et vous en avez parlé les uns les autres. Est-ce que malgré tout, pour l'avenir, vous restez optimiste? Et quelles sont un peu les conditions de cet optimisme? C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites, je suis optimiste, mais il faudra se battre? Ou est-ce que vous restez quand même optimiste en pensant que l'avenir va toujours être riant et bien pour vous? Comment vous voyez les choses, Younes? Et bah, moi, j'essaye de ne pas voir simplement sur notre petite personne, donc pas forcément sur la France, de me dire qu'en France, on est confiné pendant environ 2 mois, il me semble que c'est 55 jours, mais bon, la plupart des Français sont bien, mais de se dire que j'espère qu'il y aura un réveil républicain dans le sens où on a dans certains quartiers, dans certaines banlieues en France, des gens qui vivent dans des conditions qui sont minables, qui sont misérables, et l'État n'a rien fait, que ce soit Sarkozy ou Hollande, et maintenant Macron, c'est de pire en pire, et de se dire qu'on a des gens qui vivent dans des conditions qui sont atroces. Donc, c'est pour moi déjà c'est hyper important, mais après il faut aussi regarder dans le monde. Et un monde meilleur, ce serait des gouvernements qui seraient moins parfois barbares. Je pense par exemple au Benjamin Netanyahou en Israël. Je pense que on a Bachar al-Assad, Vladimir Poutine. Donc je pense que l'occupation israélienne, par exemple, la guerre au Yémen, ce qui se passe en Syrie, en Irak, dans certains pays du monde, les chrétiens d'Orient, Boko Haram en Afrique, je trouve que on- là, ça nous a touché nous par rapport à cette crise
de pandémie, mais en fait, si on regarde bien, ça touche partout depuis des années, que ce soit le terrorisme, ou que ce soit Daesh, Al-Qaïda, c'est phénoménal depuis des années, mais vu que ça ne nous touche pas forcément, bon, on a bien sûr eu cette période assez macabre des attentats, donc 2015-2016, ça c'était affreux, mais ça nous touche moins que dans certains pays, même si effectivement, bien sûr, on est touché, hein, je ne nie pas du tout le fait, mais j'espère qu'on se réveillera et qu'on prendra conscience qu'il y a des gens qui souffrent depuis toujours et plus longtemps que nous, et qu'on aura des... Espérons, par exemple, en France, pour les élections 2022, un réveil enfin, parce Mm. que ça commence à devenir Mm. assez long. Même si on est jeune, ça commence à devenir compliqué. Maya, sur l'optimisme, justement. Moi, je suis super optimiste parce que même si il y aura notre avenir qui sera incertain, j'essaye de profiter vraiment de chaque moment de la vie, de ne pas toujours penser aux choses négatives, même si c'est important de savoir qu'elles existent et qu'il faut se battre contre. Mais j'essaye de profiter, j'applaudis à 20h à ma fenêtre toutes les personnes hospitalières, les soignants, les soignantes, les éboueuses, les éboueurs, les femmes de ménage, les auxiliaires de vie, etc. Parce qu'on pense fort à eux, parce que c'est grâce à eux qu'on pourra s'en sortir et je suis hyper reconnaissante. Et donc, je profite vraiment de la vie, on va dire ça. Et voilà, je suis heureuse. Voilà. Voilà, ce qui n'empêche pas parfois de penser au pire, mais en tout cas, tu continues aussi de rester optimiste. Félix, en 2 mots, tu auras le mot de la fin en quelques secondes. Alors, ouais, enfin, c'est vrai que moi, j'ai une certaine dualité par rapport à ça parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'optimisme en ce qui concerne la politique actuelle, en ce qui concerne les gouvernements, en ce qui concerne tout ça, mais je garde de l'optimisme dans ma confiance en la révolte, au fait que les gens peuvent pas tout supporter et vont finir par se révolter. J'ai beaucoup d'optimisme en la jeunesse. Je pense qu'il y a beaucoup de mouvements de jeunesse qui se passent en ce moment et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et la jeunesse, elle a été au cœur de tous les mouvements sociaux. Et pour moi, c'est nous qui sommes le plus aptes à imaginer un changement de système, à acter sur un changement de système, à imaginer le futur. Et je pense que c'est ce qu'on fait. Et moi, ce que j'ai vu, en tout cas, de mon militantisme pour l'écologie ou pour même la réforme des retraites, pour contre les réformes du bac, etc., c'est que j'ai une confiance en une jeunesse qui se révolte parce que je la vois. Et parce que je pense que on peut pas tout supporter et que ça va finir par changer. Et de toute façon, être pessimiste pour être pessimiste, dans ce cas-là, autant tout abandonner. Et même si on garde en tête qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui pourraient faire que ça tourne pas en notre faveur, en fait, on n'a pas trop d'autre choix que d'être optimiste parce que c'est ce qui nous permet d'avoir de l'espoir et de continuer et de se dire qu'on va y arriver. Et que peut-être qu'on ne va pas tous mourir dans d'affreuses circonstances avec le changement climatique, mais qu'on va pouvoir changer les choses, et même au niveau des droits sociaux, au niveau des droits des minorités, que ça peut avancer. Et ben, moi, je crois que de toute façon, il n'y a pas d'écologie sans anticapitalisme, il n'y a pas de lutte pour les droits des minorités sans anticapitalisme, et il n'y a pas de... Pardon. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'évolution dans ce système-là et que maintenant, il faut se bouger et vraiment changer les choses et que la jeunesse peut le faire et que de toute façon, il faut se battre pour parce qu'on n'a pas trop d'autres choix, quoi. Merci Félix, merci à tous les trois. On va rappeler vos noms, vos prénoms. Maya Ouabian, 18 ans, élève de terminale à Paris. Félix Yves Ives, tu vis en Normandie. Et puis Younes Benadou, 16 ans, tu es toujours élève de seconde près de Dijon. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. On va... Bonne journée, à très vite. On va regarder maintenant un nouveau mash-up de notre ami Grégoire Lemant, confiné au Canada. Il s'agit d'un autre mariage musical réussi, cette fois encore, entre, cette fois-ci, Eminem et Adele. Mariage entre Lose Yourself d'Eminem et le Skyfall de Adele. On écoute. Look, if you had one shot, one opportunity
This is everything you ever wanted. One moment. Would you capture it? Just let it slip. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all. Together, let the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all. At sky. Snap back to reality. Hope there goes gravity. Hope there goes gravity. Choke so loud. Give up that as he know he won't have it. He knows his whole back's to these ropes. It don't matter. You better. Merci Grégoire Le Mans, toujours un plaisir, ces mashup. Mathieu, à demain. À demain, Valentine. Tu ne seras pas dans ton salon et moi je serai toujours dans l'Oise. Continuez à nous écrire à l'airlibre@mediapart.fr. On vous lit toujours, même semi-déconfiné. Bonne soirée à toutes et à tous.